Bonjour les fans d'anime, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on va plonger dans la deuxième partie de l'anime précédent. Alors prenez vos snacks et préparez-vous à un voyage fou avec un overdose d'action non-stop. Comme on l'a vu la dernière fois, l'innocente Camille se précipite vers son maître et lui donne son âme pour l'aider à tuer le monstre et en effet, il termine rapidement la bataille. À la fin, la jeune fille sort épuisée et Romana se précipite vers elle et finit par convaincre l'homme de les accompagner dans leur voyage en plus de Mélane. À l'intérieur du bateau, l'homme reprend son épée et révèle qu'il n'a jamais eu l'intention de la donner à Romana. On voit maintenant des gardes vérifier un laboratoire rempli des clercs comme commis. L'un d'entre eux est montré comme étant effrayé, mais son commandant lui ordonne de se calmer et de rester tranquille puisqu'il n'y a pas de raison à s'inquiéter. De retour au navire, Okumi leur raconte son histoire et pourquoi l'Empire la poursuit. Alors Romana lui montre son amour et son soutien tout en se moquant de Jiro. Puis il commence à parler de la bague de promesse et Romana suggère qu'il pourrait y avoir un lien avec l'œil rouge. Soudain, Jiro arrête le navire après avoir vu Zen, qui les informe que la terre qu'ils traversent appartient aux montagnards et comme il les connaît bien, il leur propose d'écrire une lettre qui leur permettra de passer en toute tranquillité. Au moment du départ, Jiro révèle qu'il a une mauvaise histoire avec les montagnards et refuse de se montrer. À la porte, il se trouve que son nom est mentionné dans la lettre. Il sort donc et rencontre leur chef Baban qui leur souhaite la bienvenue. D'autre part, on voit le général Tsurugi en réunion avec le roi Bakla pour parler de la situation de leur royaume et de la guerre contre les bêtes. Pendant la fête de bienvenue, les montagnards ont préparé une fête de bienvenue pour nos héros et on voit Jiro participer à une démonstration de force contre ses anciens ennemis. Lors de son premier combat, il affronte Jin, suivi de nombreux autres adversaires qu'il domine tous. Le chef est furieux et décide de l'affronter à son tour. Le combat s'engage immédiatement et la bête renverse facilement la table et vainc son adversaire facilement. Plus tard, on les voit tous assis autour d'un dîner pour célébrer la victoire du chef et les femmes montagnards semblent tomber amoureuses de Jiro. Soudain, une dame vient l'informer qu'un monstre est en train d'attaquer leur village. Tous les soldats se préparent à l'affronter et Mélane décide d'y aller en premier, mais la bête est si forte. Le montagnard appelé Jin y va ensuite, mais il réveille les démons de la bête et il fait apparaître son œil rouge. Jiro et le chef appellent leurs clercs et unissent leurs pouvoirs pour vaincre la bête. Plus tard, Mélane observe Jiro et a le courage de lui demander des conseils en technique d'épée. Le chasseur apprend à son apprenti quelques techniques et ils passent la nuit à s'entraîner ensemble. Le matin, Romana et les autres membres de l'équipe arrivent et la femme du chef les invite à prendre le petit déjeuner. Ils se retrouvent tous autour de la table et après un repas copieux, ils commencent à parler des bêtes aux yeux rouges. Babal dit qu'il ne les a jamais vues auparavant et il demande à Jiro s'il sait quelque chose à leur sujet. L'homme répond qu'il s'agit peut-être d'une malédiction infligée aux bêtes. Plus tard, Komi révèle qu'elle se sent coupable et pense qu'elle est l'origine de l'apparition des bêtes aux yeux rouges. Et elle remarque que tout le chaos a commencé lorsqu'elle a émis la brume noire. Mais Jiro lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il doit y avoir une autre raison derrière tout cela. L'autre jour, il commence à explorer la vallée et tombe sur un insecte, mais l'un décide de sauter et de se battre avec les montagnards, pendant que les autres se dirigent vers le sommet de la montagne. L'apprenti montre son talent, mais la bête réveille son démon et ouvre son œil rouge. Ce qui effraie le garçon, il le fait courir demander l'aide aux montagnards. Au sommet, Komi et Jiro trouvent un clone et l'homme l'identifie rapidement comme son ami Façade. Mais l'autre ne se souvient de rien et veut plutôt se battre. Jiro fusionne avec la fille et commence à se battre. Mais de façon inattendue, un clone de Komi apparaît également et leur tire dessus. Komi est terrifié et sort du corps de son maître semblant connaître un secret. Il s'avère que le clone est un produit raté et elle devient furieuse en voyant la fille et on la voit sur le point d'exploser. Soudain, Baban arrive suivi de Mia et il aide à sauver leur ami. Les montagnards se rassemblent pour combattre les clones, mais ils sont facilement assommés. Pendant ce temps, à l'intérieur du navire, Jiro et Komi ont du mal à croire que les clones qu'ils ont été leurs amis dans le passé ont changé. Alors les autres membres de l'équipe essayent de les réconforter. Par la suite, le temps change et Komi se retrouve seul dans sa chambre, réfléchissant au récent événement, tandis que Mia choisit d'atterrir et d'attendre que la tempête se calme. Pendant ce temps, le commandant Tsurugi est informé que Komi n'est pas seul et que 2 prototypes ont été libérés. De retour à l'équipe qui travaille à résoudre quelques problèmes dans le navire, il se dirige ensuite vers le village natal de Jiro. Mais il ne semble pas heureux et Romana croit qu'il y a des problèmes avec une fille, mais il les ignore. Alors arrivé, Goza, le chef du village, leur souhaite la bienvenue et leur sert à manger. Kiro part juste après avoir mangé sa part, et l'homme en profite pour lui révéler que le chasseur est son beau-fils à travers sa fille Toka, qui était clerc mais qui est décédée. De son côté, Jiro se rend sur la tombe de Toka, et un flashback nous ramène plusieurs années en arrière. Un jour, Toka et Jiro se sont rencontrés, ils ont échangé quelques mots et sont devenus rapidement amis. On revient au présent et Komi arrive souhaitant prier sur la tombe de Toka, puis on est amené au palais impérial, où l'on voit Tsurugi recevoir l'ordre d'un sage maléfique de trouver la bague de promesse. De retour à Jiro qui nous amène dans un autre flashback où il explique à Komi comment il a vécu heureux avec Toka après l'avoir épousée. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'il décide de devenir paladin et de conclure un contrat avec sa femme.
Cependant, il ne savait pas à quel point cette décision était dangereuse et qu'un tel contrat signifiait qu'il jurait une loyauté absolue à l'empereur. Un jour, il rencontre Tsurigi et Fasad. Le général leur demande de l'aider à obtenir une promotion en chassant une bête. Ils pensaient que ça serait facile, mais ils changent d'avis en voyant leur énorme adversaire sur le champ de bataille. Les choses se corsent rapidement et tous les soldats meurent sauf ce trio. Alors la dame sacrifie sa vie pour sauver son homme et son ami. Cela clarifie les actes de Jiro et le fait qu'il était toujours ivre. De retour au présent, l'homme demande à Komi ce qu'elle veut qu'il fasse à propos du clone. Et elle répond qu'elle ne veut pas lui faire du mal. Soudain, le village est attaqué par Fasade et la fille clone. Nos héros vont donc les affronter et Komi promet de la sauver et de ne jamais la laisser mourir. Dans un flashback, on voit des clones de Komi créés et testés, bien préparés à devenir des outils pour le roi Mizami qui les utilisera pour contrôler le monde, mais ils ont tous échoué. Le seigneur Bakla était déçu, alors Mizami lui a montré un meilleur produit qui était un clone de Jiro. Un corps mort de Fasade était sur la table et il avait l'intention de le faire revivre et de planter des plans diaboliques dans son esprit. On voit ensuite un simple ouvrier, Zeki, brûler des clones ratés en se sentant coupable et triste. Komi était le produit suivant et elle a agi furieusement au laboratoire. Le roi a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler son pouvoir et a ordonné à Zeki de la brûler. Cependant, l'ouvrier a décidé d'enfreindre les règles et de sauver ce produit. Malheureusement, le seigneur Mizami les attendait à la porte. L'assistant a été tué et considéré comme un traître, et Komi a été emmené et emprisonné, mais tout ce qui s'est passé l'a incité à trouver la lumière et s'échapper. De retour au temps présent, la jeune fille tente d'expliquer tout cela à son clone, mais elle ne parvient pas à la convaincre et Fasade choisit de se battre au lieu de parler. Jiro et Komi fusionnent et attaquent leur adversaire, mais au milieu du combat, la fille se retient en disant qu'elle peut résoudre ce problème en parlant à son clone. Elle dit qu'elle peut l'attirer dans la montagne pour éviter de causer des dommages au village, pendant que l'homme distrait Fasade. Jiro hésite mais lui donne une chance en disant qu'il a confiance en elle. Il commence directement à travailler sur le plan. Komi court vers la montagne avec son loup et le clone la suit. Il s'arrête dans un champ de fleurs où notre fille montre à son clone à quel point le monde est beau et à quel point il peut être beau s'ils l'explorent ensemble. Pendant ce temps, Fasade et Jiro s'affrontent en montrant un potentiel énorme et même Zen les rejoint et aide Jiro. De retour au fil, le clone voit enfin le bon côté de la vie, mais son mécanisme intégré l'en empêche et un message de Mizami joue dans sa tête lui ordonnant d'exploser. Komi fait de son mieux pour l'arrêter mais elle échoue et une explosion géante s'ensuit, permettant à Fasade de s'échapper et le clone s'éteint dans les bras de Komi. La nuit, on voit Romana s'occuper des deux héros, puis se rappelle de quelques souvenirs à l'époque où elle travaillait dans un refuge, aidant les soldats blessés et leur fournissant des médicaments. Là-bas, certains paladins maltraitaient leurs clercs et consommaient abusivement leur énergie. C'est pourquoi il est difficile de croire que Jiro s'occupe de son clerc. De retour au présent, Komi se réveille avec le loup qui lui lèche la main et remercie Jiro pour tout. Ensuite, toute l'équipe se réunit et la fille leur explique que de nombreux clones sont créés et préparés principalement pour tuer. L'homme ajoute que les clercs de laboratoire subissent un lavage cerveau pour vénérer la mort, et que l'Empire a fait de son mieux pour trouver un moyen d'emmener les clercs à libérer tout leur pouvoir, car le résultat de l'explosion peut faire facilement disparaître des villes entières, tout comme les kamikazes. Komi est contrarié de ne pas avoir pu sauver le clone, et Jiro promet de sauver tous les autres dans le laboratoire. Soudain, Goza et les villageois frappent à leur porte et disent que Komi ne peut pas quitter le village parce qu'elle est très dangereuse, et il emmène toute l'équipe dans une cellule mais ils parviennent rapidement à s'échapper. En sortant, ils rencontrent le chef, qui est sur le point de se battre avec eux, mais Zen arrive et menace de les tuer, ainsi que les villageois, parce qu'il veut garder le plan de clonage de Mizami secret. Il pointe son épée sur Komi, et on la voit paniquer mais Romana l'arrête, il lui dit que Mia est déjà partie, et qu'elle crachera le morceau s'il fait quoi que ce soit de mal. Et après une sage réflexion, il s'assoit pour élaborer un plan et détruire le laboratoire. Par la suite, le loup est envoyé pour transmettre des messages à Baban et aux autres chefs. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se dirige vers le laboratoire. En chemin, les membres de l'équipe décident d'appeler Komi la fleur épanouie, ce qui lui remonte le moral. L'équipe arrive au laboratoire et réalise qu'ils n'ont pas assez de temps pour convaincre tous les clones un par un. Ils décident donc d'assommer froidement tous les produits et de se concentrer sur l'arrêt de lavage de cerveau après avoir quitté le laboratoire. Les gardes voient Jiro arriver et informent Mizami qui a déjà préparé une armée de clones pour l'arrêter. Jiro bat facilement les gardes et permet à quelques lâches de s'échapper. Mais c'est alors que Fakade apparaît et qu'une bataille féroce s'engage. Jiro fait de son mieux pour rafraîchir la mémoire de son ami et en le poignardant la poitrine, il parvient à briser le sceau sur son cœur. Fakade voit la silhouette d'une jeune fille et confronte Mizami pour lui demander des explications, mais le roi montre un autre visage et la couleur de ses yeux devient rouge et il assomme le clone. Pendant ce temps, nos héros se dirigent vers le laboratoire central où de nombreux clones les attendent et sont prêts à exploser tous en même temps. Mais soudain, une force mystérieuse les fait tomber. Jiro et Komi partent donc en avant, laissant Romana et Mia s'occuper des corps. Sur leur chemin, nos héros tombent sur une bête géante et le roi Mizami se tient juste à côté. Il montre alors sa forme démoniaque en changeant la couleur de ses yeux en rouge et en transformant le format de son corps en une bête, promettant de tuer Jiro et Komi. L'homme fusionne avec la fille et se bat pour la vie. Mais une séquence féroce s'ensuit où le roi sort Komi de Jiro
Il lui ordonne de rejoindre son armée, mais la fille refuse et libère son pouvoir caché et parvient à contrôler la bête géante derrière elle et lui ordonne d'avaler Misami. Komi s'évanouit et le toit commence à s'effondrer. L'homme la porte et la sort du laboratoire. L'équipe se rassemble à l'extérieur et le général Tsurugi arrive, accompagné du grand Heaven Reacher. Elle explique que les seigneurs ont l'intention de déclencher une guerre en utilisant les clercs, et que Heaven Reacher connaît une technique qui peut inhiber complètement les pouvoirs d'un clerc et guérir les filles clones. Soudain, alors qu'il parle, Komi s'évanouit à nouveau. Plus tard, on voit Romana et Heaven Reacher essayer de soigner les blessures de Komi, tandis que le général informe Jiro que la fille a atteint sa limite de vie après avoir consommé tant d'énergie. L'homme a du mal à croire qu'il lui reste à peine quelques mois à vivre, mais la fille est faite pour être une arme et n'est pas conçue pour vivre longtemps. Le lendemain, l'équipe arrive au village de Heaven Reacher, et là, Romana remarque que Tsurugi a pris la bague de promesse de Komi. L'équipe décide d'emmener Komi en promenade pour lui faire apprécier le reste de sa vie, mais ils sont interrompus par un énorme serpent. Jiro se bat avec lui et Komi vient l'aider, ce qui le met en colère. Ils commencent à se disputer mais continuent à se battre. Soudain, Fakade apparaît et vient apparemment enragé après ce que Misami lui a fait et il vainc rapidement le serpent. De l'autre côté, les montagnards combattent les serpents dragons de toute leur force et on voit également Melan avoir une brève discussion avec la fleuriste qu'on a déjà vue. Pendant ce temps, Heaven Reacher et le général observent la situation de haut. Soudain, une bête de taille gigantesque apparaît, engendrant d'autres bêtes et se dirige vers la position de Jiro. Mais ce dernier est déjà occupé à combattre le clone qui veut désespérément retrouver ses souvenirs. On assiste à un gros chaos où ils combattent des dragons et en même temps ils se battent entre eux. Alors Zen intervient et bloque les coups de Fakade. Les deux héros sont sauvés par la fleuriste qui leur donne des fruits pour se rétablir et elle les protège d'une attaque de serpent. C'est alors qu'ils se rendent compte que c'est un clerc. Elle leur demande d'aller poursuivre les bêtes géantes mais s'évanouit juste après qu'ils soient partis. De son côté, Zen affronte Fakade avec acharnement et parvient à lui poignarder la poitrine et le projeter dans le vide, mais il s'effondre lui aussi. Tsurugi donne à Melan la bague de promesse et lui dit de la donner à Komi, qui fusionne alors avec son clerc qui attaque les serpents dragons. Le monde entier est attaqué et nos héros font de leur mieux pour arrêter la bête géante. Jiro et son clerc luttent jusqu'à ce que Miya arrive et explique que le seul moyen de vaincre leur adversaire est de tirer le véritable pouvoir de la bague de promesse. Elle la rend à la jeune fille et lui souhaite bonne chance. Komi parvient à libérer le véritable pouvoir de la bague et à détruire tous les démons et les bêtes, y compris le géant, libérant ainsi le monde de leur mal. On arrive donc à la fin de la première saison de cet incroyable animé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!